Bonjour à tous et bienvenue. Alors, comment passe-t-on de quelques panneaux sur un toit à une véritable centrale électrique personnelle? C'est une question qu'on se pose souvent. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode des pros pour concevoir un système solaire vraiment étape par étape. C'est parti. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que ça explose maintenant? Eh bien, la réponse est dans ce chiffre. Moins 90%. En seulement une décennie, le coût des modules solaires s'est effondré. C'est juste une révolution. Ça a complètement changé la donne et ça a placé le solaire au centre, vraiment au cœur de la transition énergétique mondiale. Du coup, la vraie question, c'est celle-là. Comment faire pour bien concevoir un système qui va capter toute cette énergie? Parce que franchement, avoir des panneaux pas chers, c'est une chose, mais si tout le système est mal pensé, mal dimensionné, c'est de l'argent gaspillé. Et c'est justement tout l'enjeu qu'on va aborder. Ok, on attaque avec le contexte global, le point de bascule du solaire. La capacité installée dans le monde, elle explose. C'est un fait. Mais le vrai changement, il est économique. Pour la toute première fois dans l'histoire, produire un kilowattheure solaire coûte moins cher que de le produire avec des énergies fossiles. C'est ça, le vrai tournant. Allez, on entre dans le vif du sujet. La recette énergétique. La toute première étape, et c'est sans doute la plus cruciale de toutes, c'est de bien comprendre la consommation d'énergie du lieu en question. On peut voir ça comme une sorte de recette énergétique. Il faut lister tous les ingrédients. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce qu'on appelle le bilan énergétique, c'est vraiment le cœur du réacteur. Si ce bilan est à côté de la plaque, tout le reste du projet le sera aussi. C'est vraiment la clé pour ne pas se retrouver avec un système trop petit, qui ne suffit pas, ou à l'inverse, un monstre surdimensionné qui a coûté une fortune pour rien. Alors, concrètement, comment s'y prend-on? La méthode des pros, elle se décompose en 5 grandes étapes. D'abord, on calcule les besoins énergétiques. Ensuite, étape 2, on collecte les données d'ensoleillement du site. Étape 3, on dimensionne le générateur photovoltaïque, donc les panneaux. Après ça, étape 4, on s'occupe du stockage et des autres équipements. Et on termine étape 5 avec les câbles et les protections. On va suivre ce cheminement ensemble. Pour la première étape, le calcul des besoins, c'est un travail d'inventaire. On prend chaque appareil, un par un, les ampoules, le frigo, la télé. On note leur puissance en watts et surtout, on estime combien d'heures par jour ils fonctionnent. Et le calcul est simple. La puissance en watts multipliée par les heures d'utilisation, ça donne l'énergie en wattheures par jour. On additionne tout et voilà, on a le besoin énergétique total pour une journée. Ah, et là, attention, un conseil de pro qui peut tout changer. Il ne faut jamais se fier à la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un appareil. C'est souvent la puissance maximale, pas la consommation réelle. Ça peut surestimer le besoin de 20, 30, voire 50%. La seule méthode fiable, c'est de prendre un petit wattmètre et de mesurer. C'est le seul moyen d'être vraiment précis et d'éviter de grosses erreurs de dimensionnement. Bon, maintenant qu'on a la recette, c'est-à-dire les besoins, il nous manque l'ingrédient principal, le soleil. Il faut savoir quelle quantité de ce carburant solaire est disponible sur le site. C'est la deuxième grande étape, exploiter le soleil local. Alors là, attention, petit point technique, mais il est hyper important de bien faire la différence entre deux termes, l'irradiation et l'irradiation. L'irradiation, c'est la puissance du soleil à un instant T, un peu comme le débit d'un robinet. Et l'irradiation, c'est l'énergie accumulée sur une période, comme la quantité d'eau dans le seau après 1 heure. Confondre les deux, c'est vraiment l'erreur de débutant qui peut fausser tous les calculs. Pour simplifier tout ça, les pros utilisent une unité super pratique, les heures de plein soleil, ou HPS. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une façon de résumer toute l'énergie solaire d'une journée en un seul chiffre. Ça correspond au nombre d'heures pendant lesquelles le soleil brillerait à sa puissance maximale de 1000 watts par mètre carré pour donner la même énergie totale. C'est vraiment la donnée de base, notre carburant solaire. Et pour voir à quel point c'est crucial, regardez ce tableau. On compare la valeur minimale, c'est-à-dire pour le mois le moins ensoleillé. À Bamako, au Mali, on a 5 heures de plein soleil. À Paris, on tombe à 1,5. C'est énorme comme différence. Ça veut dire que pour le même besoin énergétique, il faudra un système beaucoup plus grand à Paris qu'à Bamako. La localisation, c'est vraiment le facteur numéro 1. Ok, on récapitule. On a la recette, nos besoins. On a le carburant, le soleil local. Maintenant, il est temps de construire le moteur. On passe à l'étape 3, le dimensionnement des panneaux solaires eux-mêmes, ce qu'on appelle le générateur photovoltaïque. Et là, on touche à un point essentiel qui fait toute la différence entre la théorie et la pratique, le ratio de performance, ou RP.
Il faut bien comprendre qu'un panneau solaire ne fournira jamais dans la vraie vie la puissance affichée sur son étiquette. C'est une puissance de laboratoire. L'ERP, c'est un pourcentage, souvent entre 70 et 85%, qui représente l'efficacité réelle du système une fois qu'on a pris en compte toutes les pertes inévitables sur le terrain. Et ces pertes, d'où viennent-elles? Eh bien, ce graphique le montre très bien. La plus grosse perte, c'est souvent la température. Un panneau solaire, ça n'aime pas la chaleur. Ça perd en efficacité quand ça chauffe. C'est pour ça qu'une bonne ventilation est capitale. Ensuite, on a la saleté, la poussière sur les panneaux, puis les petites pertes dans les câbles, dans l'onduleur. Tout ça mis bout à bout, ça représente quand même 15 à 25% de l'énergie perdue. On ne peut pas l'ignorer. Et tout ça nous amène à la formule clé pour dimensionner la puissance des panneaux. C'est assez simple en fait. On prend le besoin en énergie de la journée, qu'on a calculé à l'étape 1, et on le divise par les heures de plein soleil du mois le plus mauvais, multiplié par ce fameux ratio de performance. C'est tout, mais c'est cette formule qui garantit que l'installation produira assez d'énergie, même au cœur de l'hiver ou de la saison des pluies. Et là encore, un conseil de pro hyper important, surtout pour un site isolé, un système hors réseau. On doit toujours utiliser les données du mois le moins ensoleillé, jamais, au grand jamais, la moyenne annuelle. Pourquoi? Parce que si on se base sur la moyenne, c'est la panne assurée pendant les mauvais mois. On dimensionne pour le pire des cas pour garantir la fiabilité, c'est non négociable. Voilà, le moteur solaire est dimensionné. On sait quelle puissance de panneau il nous faut. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette électricité? On se connecte au réseau ou pas? C'est ce qui nous amène aux différentes architectures de système. Grosso modo, il y a 3 grandes options. La première, c'est l'autonomie totale, le système hors réseau ou off-grid. La deuxième, c'est le système le plus courant, connecté au réseau public ou on-grid. Et enfin, on a les systèmes hybrides qui sont un peu un mélange des deux. Et ce tableau résume bien les avantages et les inconvénients de chaque solution. Le hors-réseau, c'est la liberté totale, mais ça coûte cher à cause des batteries et la fiabilité dépend à 100% de la qualité de la conception. Le connecté réseau, c'est le moins cher, le plus simple, mais zéro autonomie. Si le réseau public coupe, l'installation solaire se coupe aussi. C'est une obligation de sécurité. Et puis il y a l'hybride, qui offre le meilleur des deux mondes, indépendance et fiabilité, mais c'est aussi de loin le plus cher. Tout est une question de compromis. Et pour terminer, on va jeter un œil à la technologie, parce que c'est là que les choses bougent le plus vite. Le choix des composants et surtout des batteries peut rendre un système beaucoup plus intelligent, plus performant et au final, plus rentable. Regardez-moi cette comparaison. C'est sans appel. À gauche, une batterie lithium de technologie LiPo4 qu'on trouve aujourd'hui. Elle peut faire 5000 cycles, et même plus. À droite, une batterie au plomb de type AGM, la technologie d'avant. On est à 350 cycles. La différence est abyssale. Oui, le lithium coûte plus cher à l'achat, mais comme il dure plus de 10 fois plus longtemps, sur le long terme, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus économique. Et ce qui permet au lithium d'être aussi performant, c'est son cerveau, le BMS, ou Battery Management System. C'est une petite carte électronique qui gère absolument tout. Elle protège chaque cellule de la batterie contre la surcharge, la décharge profonde, bref, elle évite qu'elle ne s'abîme. C'est le gardien de la batterie. Un système au lithium sans un bon BMS, ça n'existe pas, c'est une sécurité indispensable. On arrive au bout de ce parcours. Ce qu'il faut retenir, c'est que dimensionner un système solaire, c'est une méthode, une suite logique d'étapes. C'est rigoureux, mais c'est loin d'être inaccessible. Et avec des technologies comme le lithium qui rendent tout ça plus performant et abordable, une question se pose. La question n'est plus vraiment de savoir si on peut atteindre l'indépendance énergétique, mais plutôt de se demander comment est-ce que cette indépendance va transformer nos maisons, nos habitudes et peut-être même nos communautés. C'est une perspective assez vertigineuse et passionnante.